Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vois qu'on est 6. On va commencer donc ce webinaire qui s'intitule Découvrir l'entrepreneuriat durable. Ce webinaire a lieu dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs bruxellois, qui est organisée en partenariat notamment avec le 18-19 et Uniso. Euh, voilà, pour ce qui est un petit peu du côté pratique, vous avez libre à vous de mettre votre caméra ou non. La seule chose, c'est à la rigueur de couper vos micros pour ne pas entendre des petits bruits gênants pour Delphine qui va vous faire le webinaire. Sur Lightroom, vous avez accès à droite à un chat ainsi qu'à des questions et un sondage. Vous avez la possibilité du coup de noter vos questions ici. Delphine regardera et si elle ne les voit pas, je me permettrai de faire le relais. Et voilà pour un petit peu pour le côté pratique. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et voilà. Voilà, alors je reprends la parole. Donc, pour ce webinaire, donc moi je m'appelle Delphine Verstraat, je travaille chez UCM en tant que conseillère en création d'entreprises durables. Et donc, c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette séance. Vous avez mes coordonnées ici, je les remettrai aussi à la fin. Et alors, sachez que vous allez recevoir automatiquement en fait, le replay avec les slides juste à la fin de l'événement. Donc, vous aurez le contenu, ne vous inquiétez pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? Je vais d'abord commencer par vous partager certaines notions d'économie circulaire, de développement durable. Et puis ensuite, je vais partager un outil qui s'appelle le Business Model Canva. C'est un outil classique, mais ici qui a été un peu revisité pour vous aider à insérer ces thématiques à votre entreprise. Alors ici dans la salle, je ne sais pas si j'ai à la fois des porteurs de projets, à la fois peut-être des entreprises existantes ou peut-être encore d'autres profils. Donc je vais essayer d'être le plus large possible dans mes explications, mais n'hésitez pas à poser des questions via l'onglet questions si vous en avez. Et à la fin, je vais du coup vous partager l'accompagnement que vous pourriez avoir chez UCM. Alors, en tant qu'entreprise de demain, finalement, vous avez une sorte de nouveau défi qui est d'axer votre stratégie aux dimensions de l'environnement, d'axer votre stratégie justement autour de l'économie circulaire et du développement durable, et ce finalement de manière un peu quotidienne. Et on pourrait le voir vraiment comme une contrainte parce que oui, ça pourrait l'être, mais moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de le voir comme une opportunité de nouveau business ou de transformation de votre entreprise existante. Et finalement, le voir comme une opportunité va vous permettre aussi d'anticiper des éventuelles réglementations, contraintes qui vont arriver au fur et à mesure des années. Et finalement, si vous réfléchissez déjà à ces thématiques maintenant, eh ben, ça va vous permettre de vous positionner en amont de toutes ces contraintes qui arrivent petit à petit. Au niveau de la région bruxelloise, en fait, ils ont développé une stratégie de transition qui s'appelle la SRTE à l'horizon 2030. Et cette stratégie, elle veut à la fois une décarbonisation de l'ensemble des secteurs et elle veut aussi renforcer son soutien à différents secteurs, notamment le secteur de l'économie circulaire, de l'entrepreneuriat social et elle veut aussi renforcer toute la digitalisation de l'économie. Donc, pour vous resituer un petit peu, maintenant, toute entreprise qui, d'ici 2030, souhaite se lancer à Bruxelles, finalement, doit rentrer dans cette transition pour pouvoir pérenniser dans le temps. Alors ici, j'ai un petit sondage à vous poser, que je vais vous mettre ici dans l'onglet sondage. Donc, normalement, vous pouvez le voir maintenant. Donc, finalement, en Belgique, à Bruxelles, on fonctionne d'une certaine manière depuis pas mal d'années. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, si tous les pays du monde vivaient comme la Belgique,
combien de planètes on aurait besoin pour subvenir aux besoins du monde entier? Est-ce qu'il nous faudrait du coup 1,7 planètes? Est-ce qu'il nous faudrait 3,1 planètes? Ou est-ce qu'il nous en faudrait 4,3? C'est un peu la question que je vous demande maintenant. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le sondage. Donc, si vous ne le voyez pas, vous avez chat, question, puis sondage. Et là, vous pouvez répondre du coup à cette question qui, voilà, je vais répondre dans quelques instants. Là, je vois vos votes, ça arrive petit à petit. Voilà. Alors là, 75% des participants dans la salle ici pensent que actuellement, la Belgique a besoin de 3 planètes pour vivre comme elle vit pour le moment. Eh bien, figurez-vous que c'est carrément plus, c'est 4,3 planètes que la Belgique a besoin pour pouvoir vivre. Alors, ce sont à la fois des théories et des études qui ont été faites, donc elles ont leurs limites aussi, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment est-ce qu'on vit à l'heure actuelle. Alors, certaines personnes, certaines entreprises font des gros efforts, mais on voit qu'il faut aller vraiment encore un cran plus loin. Alors, j'entends un micro, donc je vais juste me permettre de le couper. Et donc, pour ceux qui ont rejoint, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions. Et donc, finalement, comment faire en sorte de diminuer le nombre de planètes qu'on a besoin pour, en Belgique? Eh ben, en fait, on vit encore actuellement, notre modèle économique actuel fonctionne encore vraiment sous une perspective linéaire de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'habitude d'extraire, de transformer, de livrer les produits, les ressources, et à la fin, souvent de faire des milliers de kilomètres, ils sont consommés et puis ils sont jetés. Et donc, on est vraiment en fait finalement dans une ligne, on extrait, on jette à la fin. Et c'est une logique de développement qui ne prend pas du tout, ou peu en tout cas, en compte la préservation des ressources et l'impact qu'on a sur l'environnement. Et on voit que si on continue comme ça, ben justement, notre planète est épuisée et on a des gros impacts comme les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, l'accumulation des déchets et encore d'autres impacts. Et donc, comment faire pour sortir de cette perspective linéaire et rentrer plutôt dans une logique qui est circulaire? Alors, quand je vois tout ça, je me rends compte que mes slides ne sont pas du tout bonnes, donc je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, bon, ben, je vais essayer de trouver une petite solution parce que je vois que ce n'est pas le bon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Donc, comment faire pour rentrer plutôt dans une logique qui est circulaire et faire en sorte de revenir à une dimension différente? Et l'économie circulaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un système qui vise en fait à changer de paradigme, changer du paradigme d'économie linéaire en limitant tout le gaspillage finalement des ressources et en essayant de réduire vraiment son impact environnemental. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici par rapport à mon PowerPoint? Si on reprend la poubelle, ben, on va commencer avant finalement que ça devienne un déchet à essayer de pouvoir le réparer plutôt que ça devienne un déchet. Si c'est quand même devenu un déchet, ben, est-ce qu'on ne sait pas finalement le réutiliser, le réemployer? Ou encore, est-ce qu'on ne peut pas le remanufacturer? Donc, c'est-à-dire combiner des pièces à la fois réutilisées, à la fois réparées et à la fois des pièces nouvelles. Ou est-ce qu'on ne peut pas finalement le recycler? Et si toujours ça, ce n'est pas possible, essayer de le restituer à la terre plutôt que d'en faire du coup un déchet problématique à un impact assez fort. Alors, comment réfléchir à cette mise en œuvre de cette économie circulaire? Eh ben, je vais voir plusieurs concepts avec vous aujourd'hui, dans lesquels je vais vous donner chaque fois des exemples d'entreprises bruxelloises pour la plupart, pour vous aider à pouvoir mettre des mots, mettre des exemples sur ces concepts. Je vais commencer par le concept d'achat durable. Et donc, l'achat durable, c'est finalement un achat qui ne produit pas ou peu d'impact sur notre écosystème, qui ne l'endommage pas et qui va être à la fois respectueux des conditions sociales. Donc, on peut voir par exemple un achat vert. Donc,
Qu'est-ce qu'on entend par achat vert? C'est plutôt un achat qui va être respectueux de l'environnement. Achat solidaire, donc est-ce que le produit a été fait par une entreprise de travail adapté, donc qui emploie des personnes en difficulté? Ou est-ce que ça va être un achat éthique? Et donc là, éthique, c'est dans le sens que ça implique vraiment toute la chaîne de production qui va être respectueuse tant dans le travail que dans les méthodes de production. Et en essayant aussi de favoriser un achat équitable. Et donc là, on est vraiment au niveau des droits de l'homme, au niveau de la rémunération au travail. Et donc, comment faire finalement pour respecter tout ça quand on fait un achat? Mais définir le besoin. Est-ce que dans votre entreprise à l'heure actuelle, est-ce que dans votre projet, est-ce que dans votre vie quotidienne, avant de faire l'achat, vous ne pouvez pas vous dire, mais tiens, est-ce que j'en ai réellement besoin? Si oui, comment préciser mon besoin? Avant d'aller chercher l'achat et d'être attiré par plein de choses, comment définir réellement ce que j'ai besoin? Le besoin à définir, comment est-ce qu'on va choisir le produit? Est-ce qu'on va prendre en compte sa durée d'utilisation? Est-ce que je vais acheter quelque chose que je vais devoir renouveler finalement tous les ans? Ou est-ce que je vais acheter quelque chose de peut-être plus cher, mais qui sera plus durable sur du long terme? Et donc, on va essayer de considérer vraiment tous les coûts, pas que le prix, mais aussi le coût que ça a sur l'environnement, l'impact. Et donc, quand j'ai un produit à 1 euro et un autre à 7 euros, tiens, ne pas regarder que ça, mais prendre en compte aussi toutes les autres dimensions du produit, et notamment, par exemple, la localisation. On a eu plein d'indépendants qui ont été vraiment, lors de la première crise du Covid en mars 2020, qui ont été vraiment arrêtés parce qu'ils avaient énormément de fournitures qui venaient notamment de Chine. Et donc, bien avant même que le Covid arrive chez nous, déjà, leur fournisseur s'était stoppé. Donc finalement, tiens, ils n'avaient pas spécialement réfléchi à des impacts pareils. Et quand on décide de faire un achat, est-ce qu'il n'y a pas des dimensions qui peuvent être prises en compte, notamment comme la localisation aussi? Je vous ai répertorié ici labelinfo.be, qui est un site qui répertorie tous les labels. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours compliqué. Il y a parfois si vous prenez une boîte de lait, vous allez avoir à la fois des logos qui ne sont pas des labels, en fait, qui sont juste un peu des trompe-l'œil, et à la fois des labels. Et les labels, il y a quelque chose derrière, en tout cas, on l'espère. Et donc, vous avez ici tous les labels qui sont répertoriés avec leurs critères. Ici, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a plein. Et donc, on pourrait très bien dire aussi, tiens, quand on définit notre charte d'achat, on définit aussi, tiens, dans notre entreprise, on veut que tous les achats comportent le tel label. Voilà, c'est une possibilité. Ici, je prends l'exemple de Jukebox, qui est une entreprise bruxelloise qui propose des vêtements à la location sous forme du coup d'un abonnement mensuel en fonction du nombre de vêtements que vous voulez. Et pourquoi je parle de Jukebox? C'est parce que les créatrices ont développé une charte éthique. Donc en fait finalement les besoins et comment est-ce qu'ils allaient choisir les vêtements. Et leur charte s'est faite sur 3 axes, à la fois sur l'esthétique du vêtement, à la fois si le vêtement avait un design qui était durable et à la fois s'il avait un potentiel de recyclage en fin de vie. Et donc, c'est-à-dire que si elles craquent, par exemple, sur, à un moment donné, une robe magnifique qu'elles veulent pouvoir proposer à leurs clientes, mais qui n'a pas un design durable avec des matériaux et des labels qu'elles ont sélectionnés, elles ne vont pas le mettre en rayon, elles ne vont pas le proposer. Et donc, le fait, finalement, d'avoir prévu ça en amont des achats, ça permet vraiment de canaliser, de centraliser et d'être dans les valeurs de l'entreprise. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres. Le deuxième concept dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'éco-conception. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éco-conception? C'est la volonté de concevoir finalement un produit qui a le minimum d'impact sur l'environnement et qui va du coup être respectueux des principes, et ce, dans toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc, si on prend de nouveau la logique linéaire, voilà, on extrait les matières premières, mais tiens, est-ce que quand on conçoit le produit, à ce moment-là, on peut même se dire, on ne va pas extraire, on va récupérer déjà des matières premières pour celles qu'on peut.
Et puis, quand on va le fabriquer, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va le fabriquer? Où? Et avec quels matériaux? Quand on va le transporter, là, on va réfléchir. Et puis, quand le client va l'utiliser chez lui, quand il va d'abord le déballer, et tiens, comment est-ce qu'il fait? Quel emballage peut-être il jette à ce moment-là? Puis, comment il l'utilise? Et puis, comment est-ce qu'il va devoir le jeter parce qu'il ne fonctionne plus ou quoi? Et donc, l'éco-conception, c'est finalement à chaque étape du cycle de vie du produit, réfléchir en termes environnementaux à la durabilité du produit et à limiter son impact. Et donc, à nouveau, je vais vous donner ici un petit exemple d'une entreprise qui a pour but de faire des décors de théâtre, des décors de salons, de foires, d'expositions. Et c'est un système, un secteur pardon, qui pollue énormément, puisqu'en fait, à chaque fois, on produit ces décors pour finalement un week-end, une représentation ou un an. Et après, ces décors sont jetés. Et donc, Mott's, qui est l'entreprise, a réfléchi complètement à son business model et a décidé finalement de tout changer en développant une structure modulaire qui est ici le cube. C'est pas vraiment un cube, plutôt le carré, sa structure en bois. Ils ont d'abord réfléchi au niveau de son éco-conception, donc à se dire à chaque étape de construction, quel bois est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on le fabrique, et ensuite comment ça va être utilisé. Et le but, c'est qu'il soit réutilisable à l'infini. Et donc, le salon, l'entreprise qui désire un stand sur un salon professionnel, va contacter Mott's, va dire ce qu'ils ont besoin, et Mott's va moduler, assembler tous ces petits carrés. La personne pourra choisir aussi la couleur qu'ils vont chaque fois mettre devant dans la palette que Mott's propose. Et ils vont du coup moduler pour avoir à la fois aussi un montage qui va être assez simple, qui va être rapide, et une structure qui pourra en fin de salon être complètement démontée et complètement réutilisée pour un décor, par exemple, de théâtre. Donc là, on est dans un système complètement qui a réfléchi à chaque étape de cycle de vie de leur activité, comment faire en sorte de réduire leur impact environnemental. Troisième concept, et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je voulais vous parler de l'économie de la fonctionnalité. Alors, c'est quoi? C'est un concept qui désigne toutes les manières de finalement mettre en œuvre, de concevoir notre mode d'achat, si je peux dire. Au niveau du passé, on a l'habitude d'accumuler des objets. On a dans notre maison 1, 2, 3 télés, 1, 2, 3 voitures. On accumule des vêtements. Et finalement, l'idée, c'est de se dire, mais tiens, est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses ou est-ce que je ne pourrais pas finalement transformer mon idée du besoin de voiture en besoin de déplacement? Ce qui nous permettrait de rentrer dans une économie plutôt de partage. Et vous allez comprendre directement avec l'exemple que je vais donner ici, de Cambio à Bruxelles, que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu peut-être dans la rue. C'est un système de voitures partagées. Et donc, l'idée, c'est de nouveau de réfléchir. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture ou en réalité, est-ce que j'ai besoin de pouvoir me déplacer? Et donc, on va vendre plutôt l'usage plutôt que le produit en lui-même. Et c'est là qu'on rentre dans une économie vraiment de partage, puisqu'on vend l'usage, la fonction, le service, plutôt que le produit. Donc ici, Cambio, le principe, c'est que l'utilisateur va avoir un abonnement qui va être mensuel et il pourra utiliser après à la prestation une voiture en fonction de son besoin. S'il a besoin d'une petite voiture, d'une grande, d'une camionnette, il va pouvoir déjà choisir ça. Ensuite, il y a tout un service qui est compris dedans, dans le sens que la voiture sera propre, elle sera à chaque fois avec de l'essence dedans, avec l'entretien qui sera fait, et donc on offre finalement un service au consommateur. L'utilisateur va pouvoir prendre cette voiture, se déplacer et la ramener. Et donc, finalement, si on disait, mais tiens, toutes les voitures qu'on voit partout dans les rues dans Bruxelles, qui sont souvent à l'arrêt, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin finalement de ce produit ou est-ce qu'on a besoin de l'usage qui est de pouvoir se déplacer? Est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, mutualiser
ces services. Un autre exemple, c'est The Wave Coworking. C'est un salon de coiffure qui s'est dit, en fait, toutes les personnes qui veulent se lancer n'ont pas spécialement besoin d'un salon de coiffure 7 jours sur 7 et même parfois auront des difficultés à pouvoir utiliser ce salon 7 jours sur 7. Et donc, du coup, The Wave s'est dit, moi, on va faire un salon de coiffure partagé, comme un coworking où on va avec son ordinateur travailler. Et bien là, c'est pour les coiffeurs. Et donc, il y aura tout l'équipement qui va être fixé. Le prix sera à l'heure. Et donc, voilà, je suis coiffeuse. Je peux dire, tiens, je réserve jeudi de 16h à 17h parce que je n'ai qu'une cliente finalement ce jour-là. Je profite de l'espace de The Wave et je n'ai pas besoin de monopoliser aussi un autre espace alors que finalement au début je vais avoir que 5, 10, 15 clients lors de mes premières semaines. Et donc on est dans un système qui est complètement différent à nouveau. Ici on n'a pas besoin de notre salon, de notre propre salon, un symbole de propriété, mais plutôt on mutualise et on partage, on est dans une économie de partage de la fonctionnalité avec d'autres personnes. Quatrième concept, celui de la symbiose industrielle et territoriale. Alors, qu'est-ce que c'est la symbiose industrielle? C'est l'utilisation par une entreprise ou un secteur d'une ressource ou finalement de produits dérivés qui vont provenir d'une autre entreprise ou d'un autre secteur. Donc, c'est un schéma qui paraît un peu compliqué, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que cette centrale, par exemple, produit et qu'est-ce qui pourrait être mutualisé finalement avec d'autres entreprises? Quels besoins sont communs entre les entreprises? Quels échanges de matières premières on pourrait faire? Quel partage d'innovation? On a par exemple Tesla qui à un moment donné a mis une innovation publique pour avoir du coup ce partage d'informations et pas qu'on garde ça finalement par entreprise, un partage de connaissances et de procédés qui sont techniques. Si je reprends au niveau des échanges de matières premières, on a un glacier à Bruxelles, glacier Gaston, qui a par exemple décidé de récupérer tous des fruits invendus dans des shops pour en faire leur purée de fruits, pour en faire leur glace. Et plutôt que d'aller, parce qu'eux, ils ont besoin de fruits mûrs, donc ça leur intéresse vraiment d'avoir ce type de fruits, et plutôt que d'aller les acheter et d'attendre finalement, ils vont se procurer dans les invendus. Et donc là, on est dans vraiment d'échange finalement, dans un partage de matières premières, au niveau, un invendu peut devenir une ressource d'un autre. On peut aussi, des commerçants qui me disaient, voilà, ils avaient comme besoin commun tous d'avoir une camionnette. Il y en a un qui en avait besoin qu'une fois par semaine, l'autre à Stockel en avait besoin 2 fois par semaine. Et en fait, ils se sont dit, mais tiens, est-ce qu'on n'achèterait pas une camionnette ensemble? Et on est tous dans le même quartier, on la met à un endroit et on se dit quand on l'utilise et on a un besoin qui est commun. Et donc, on va du coup mutualiser une chose. C'est également ce qu'on peut penser dans une symbiose industrielle. Alors, j'avais un exemple de symbiose industrielle, mais je vois qu'il ne s'est pas mis. C'est pas grave. Et je ne sais plus du coup, c'était lequel. Alors, au niveau de... Ah oui, je me rappelle de mon exemple que je vais quand même vous partager parce qu'il est vraiment super et je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas après. Oui, non, voilà, pardon. Alors, au niveau de la gestion des ressources, ici, je vais vous parler de l'échelle de l'ANSIC, qui est une échelle qui, en fait, hiérarchise les différents traitements de déchets. Et donc, ici, l'idée, c'est de se dire, de faire vraiment en entonnoir et d'essayer d'arriver au F vraiment quand rien n'est possible. On a un déchet, on va d'abord essayer d'imaginer comment l'éviter, ce déchet. Et donc, c'est en forme de prévention. Et puis, on va se dire, on ne sait pas l'éviter, alors comment est-ce qu'on pourrait le réutiliser? Si on ne sait pas le réutiliser, comment est-ce qu'on pourrait le recycler? Si on ne sait pas le recycler, comment est-ce qu'on pourrait alors récupérer peut-être l'énergie du déchet, le valoriser?
Ici, ça, c'est toujours pas possible. Alors là, on va passer du coup dans la dernière phase, qui alors on va peut-être l'incinérer. Et si c'est toujours pas possible d'incinérer, alors de le mettre dans une décharge. Et là, ça devient un déchet polluant. Et donc, cette échelle nous rappelle de se dire, ben, en fait, il y a plein de possibilités quand on a un déchet. Et finalement, comment faire en sorte d'agir directement plus haut, d'abord en prévention, d'essayer de l'éviter, et puis d'arriver petit à petit. Ici, on a l'exemple de l'entreprise BC Materials, qui est une entreprise de construction, si on peut dire, qui en fait vont sur les chantiers où on creuse pour retirer les terres, et eux, ils vont récupérer ces terres de chantier, de construction, pour en faire des matériaux comme des briques, comme des enduits, comme des murs, des sols. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment innovante. Et alors, soit ils vont sur le chantier directement, et en fait, ils vont extraire pour directement produire en produit pour utiliser même ces briques sur ce chantier même, soit ils vont aller plutôt se diriger vers un autre chantier, récupérer, en faire des briques et les revendre pour d'autres chantiers. Un autre exemple ici par rapport à la gestion des déchets, c'est le Bunche Café, un café du coup à Bruxelles, à Schaerbeek, qui a réfléchi quand ils se sont lancés à leur impact à tout niveau, que ce soit d'abord dans la décoration, dans l'aménagement de leur café. Tiens, comment est-ce qu'ils pouvaient finalement récupérer des matériaux? Ils ont récupéré des tables, des chaises, des assiettes, et ça en fait le cachet aussi du salon, enfin du café, qui a été très bien décoré. Puis au niveau de leurs fournisseurs, ils se sont dit, quelle est notre charte? À nouveau un peu comme une jukebox. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est les deux? Et ils ont fait toute leur charte dans leur choix de fournisseurs, en demandant d'être livrés dans un système de consigne pour éviter les déchets. Et alors, les clients qui vont au Bunche Café n'ont pas l'opportunité d'acheter leur café dans un gobelet jetable. C'est d'office, du coup, du réutilisable, ou pareil pour les salades, ce sont dans des contenants réutilisables. Et le client va du coup soit pouvoir le ramener et du coup récupérer le prix de la consigne, soit le garder pour lui s'il veut et le réutiliser dans d'autres occasions. Et cet exemple me permet de faire le lien avec le concept suivant, qui est la logistique inverse, et qui va être le dernier concept que je vais aborder au niveau théorie. La logistique inverse, c'est un processus qui va imaginer comment gérer le retour des produits. Et quand le produit est retourné, de comment le réparer, le recycler ou l'éliminer au moindre coût environnemental possible. Et donc, quand je prends l'exemple par exemple de la Poste, qui va chaque jour livrer les maisons, eh ben, ce serait de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, elle ne pourrait pas récupérer quelque chose en même temps? Ou sur des chantiers de construction, il y a à chaque fois des chutes de carrelage, de parquet, etc. Est-ce que ce n'est pas à l'entreprise finalement qui propose ça, qui propose ces matériaux, de directement penser à leur fin de vie et du coup finalement à la récupération de ces chutes sur chantier, qui pourraient les réutiliser soit pour un autre chantier, soit peut-être repenser à leur reconditionnement, etc. Et donc la logistique inverse, c'est ça. Et vous allez comprendre ici aussi avec Urbike, qui, je ne sais pas si vous les avez déjà croisés dans les rues de Bruxelles, mais donc c'est une entreprise de livraison qui fonctionne en vélo cargo. Et ils ont décidé, en fait, ils travaillent à la fois avec Filigrane, donc la librairie à Bruxelles, et à la fois avec les petits riens. Et ils ont décidé finalement de rejoindre les deux. Donc, en fait, ils livrent des livres, des bouquins chez Filigrane. Et à la fois, chez Petit Rien, ils s'occupent d'aller récupérer toutes les bulles, enfin tous les sacs de vêtements repris dans les bulles. Et ils se sont dit, en fait, on va essayer de faire de la logistique inverse sur ce principe-là. Quand on va livrer un livre Filigrane chez le client, à ce moment-là, il aura l'opportunité de nous donner 2 sacs de vêtements à destination des petits riens. Et donc, au fur et à mesure, ils vident leur conteneur à chaque fois qu'ils vont délivrer un livre. Et l'idée, c'est de le re-remplir à chaque fois avec, du coup, un sac des petits riens et de combiner 2 livraisons. Donc, pour eux, c'est à la fois un gain de temps
et d'argent parce qu'ils peuvent combiner les deux en un. Et pour le client, ça lui permet aussi d'avoir un retour et de ne pas devoir peut-être se déplacer pour aller déposer ses vêtements. Voilà, un exemple de logistique inverse. À nouveau, il y en a pas mal, comme celui du Buncho Café avec les consignes ou toutes ces choses-là. Alors, j'espère ne pas avoir parlé trop vite. Je sais que parfois, ça peut être mon problème. Et donc, ici, c'était vraiment vous donner, mais tiens, comment parler d'économie circulaire, qu'est-ce que c'est, quel concept on entend par là. Et donc, n'hésitez pas de nouveau à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, si on n'a pas tout de suite, je vais poursuivre. Au niveau pratique, dans vos entreprises, dans vos projets, comment faire pour mettre en pratique tous ces concepts théoriques. Alors, comme je disais, en tant qu'entreprise de demain, vous avez un nouveau défi. Et quand on a un projet, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut directement, à ce moment-là, réfléchir à toutes ces dimensions. Quand on a une entreprise existante, là, il faut par contre se poser et ne pas vouloir partir dans tous les sens, se dire, tiens, par quoi est-ce qu'on commence? Et donc, ici, j'ai choisi d'utiliser le business model Canva. Et là, ça m'intéresse si vous répondez du coup peut-être au petit sondage, mais que je ne vois pas en fait, donc je ne vais pas vous le mettre. Décidément, il y a pas mal de petits soucis. Je voulais savoir si c'est un outil que vous connaissiez ou pas, mais de toute façon, j'utilise un petit peu différemment. Et donc, le business model Canva, c'est un outil de gestion entrepreneuriale, si on veut, qui vous permet de faire le point sur votre projet ou votre entreprise existante et de avoir une vue d'ensemble sur votre business et de savoir dire où est-ce qu'on pourrait améliorer des choses. Alors ici, c'est un business model Canva qui est un tout petit peu adapté puisqu'on voit qu'il y a une case supplémentaire qui est la case impact sociétal et environnemental. Et je vais passer sur chaque case avec les questions que vous pourriez vous poser pour votre entreprise, pour votre projet, et en donnant à nouveau à chaque fois des exemples d'entreprises bruxelloises qui ont réfléchi à ces dimensions. Le premier, c'est comment? C'est le segment client. La première case en haut à droite, l'idée, c'est de réfléchir à vos clients existants ou vos futurs clients si vous avez un projet et de réfléchir à toutes les typologies des clients que vous voulez atteindre. Qui ils sont? Où est-ce qu'ils habitent? Quels sont leurs besoins? Surtout, c'est très important. Quels changements j'observe chez eux par rapport à avant dans mon commerce, dans mon entreprise? Et comment est-ce que je vais pouvoir faire pour acquérir de nouveaux clients? Donc, il y a plusieurs manières de réfléchir à sa clientèle. D'abord en entonnoir, de se dire, si moi je dis, moi, ma clientèle, c'est tout le monde, non, ça n'existe pas en fait. Tout le monde n'est pas intéressé par ce que vous faites. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir vraiment d'abord en entonnoir et de définir votre segment sur base du sexe, de l'âge, de la localisation, du revenu, du comportement d'achat, et peut-être de créer un persona, comme ici j'ai mis Antoine, qui a 33 ans, c'est un jeune papa de 2 petites filles, et depuis qu'il est papa, quand il va faire ses courses en magasin, il est beaucoup plus attentif à acheter bio, à regarder ce qui est mis sur ce qu'il achète au niveau de la composition. Il va aussi privilégier le type d'emballage qu'il va choisir. Et une fois sur 3, je ne sais plus ce que j'ai mis, il va, une fois sur 2, il va en vélo au magasin. Et il va souvent au magasin le plus proche de chez lui. Et tiens, si vous, maintenant, vous mettez... vous avez fait ce persona, comment répondre aux besoins d'Antoine? Antoine a des besoins bien précis. Et tiens, comment faire une proposition de valeur, une offre qui vont pouvoir répondre aux besoins du client. Tiens, si Antoine vient une fois sur 2 en vélo, peut-être qu'il ne va pas venir chez moi parce que je n'ai pas prévu de parking vélo à l'avant. Je vais essayer de faire ça. Ou est-ce que je vois en fait que Antoine regarde énormément les compositions des produits? Je vais essayer de mettre ça plus clairement, d'axer ma communication là-dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans mon commerce, avec des petites affichettes où on pourra voir plus clairement de quoi les produits sont composés. Et donc, ça nous fait venir à cette deuxième case
du business model Canva qui est de réfléchir à votre proposition de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on travaille dans cet outil? On écrit, on met des post-it et on complète chaque case au fur et à mesure dans cet ordre-là. Et puis, on revient sur les autres cases. Et dans l'offre ici, l'idée, c'est de dire mais qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients, comment adapter votre offre actuelle à ce que vous avez remarqué dans le comportement de vos clients actuels. Quelle est votre valeur ajoutée? Comment vous vous démarquez de la concurrence? Quels sont vos points forts? Ici, j'ai pris l'exemple de Pin My Bag, qui est une entreprise bruxelloise qui a décidé de proposer des vélos. Je ne sais pas si on peut dire reconditionnés, mais en tout cas, ils ont décidé de récupérer des cadres anciens. Ils sont partis du principe qu'il y a des cadres de vélos qui sont en acier, qui sont encore vraiment impeccables. Et ils ont décidé de récupérer ces cadres, de les remettre à neuf et finalement de remettre des nouveaux composants, de remanufacturer, si on veut, un petit peu ces vélos pour proposer finalement des vélos qui ont à la fois une vie, mais surtout qui répondent aux besoins du client. Le client veut pouvoir choisir ses freins, sa selle, etc. Et ben, c'est possible avec à la fois un cadre ancien. Et donc, il se positionne avec une proposition de valeur qui est complètement innovante, qui est tout à fait différente de celle qu'on pourrait retrouver dans des magasins de vélos classiques ou dans du seconde main classique. Et donc, ils se démarquent et ils vont à la rencontre du besoin du client en proposant des composants que le client peut choisir lui-même et composer son propre vélo. Un autre exemple, c'est Cartent qui a constaté qu'en festival, donc ça fait longtemps qu'on n'a plus pu vraiment en avoir, mais en festival, souvent, à la fin du week-end, les tentes dans le camping sont laissées à l'abandon. En tout cas, un grand pourcentage de tentes sont laissées à l'abandon, sont soit cassées, soit même parfois encore impeccables, et laissées comme ça. Et donc, ils se sont dit, mais comment ça se fait? En fait, le client, finalement, parfois achète une tente pour aller au festival, n'en a plus envie après, et donc décide de le laisser sur le camping. Alors, au niveau impact environnemental, c'est assez énorme. Et comment sensibiliser le client? C'est possible, mais ce sont des clients one-shot, donc on ne sait pas non plus, on n'a pas, comme le commerce de tout à l'heure, une possibilité de sensibiliser au fur et à mesure. Et donc, Carten s'est dit, tiens, en fait, on va changer de concept. Au lieu de devoir apporter les propres tentes des clients, on va fournir des tentes en carton qui sont personnalisables au festival aussi et qui pourront être abandonnées sur place après le festival en carton qui sera facilement recyclable après l'utilisation. Et donc, de nouveau, on répond à un besoin du client pour essayer de minimiser l'impact environnemental de ce qui était fait. J'en viens à la troisième case, qui est les canaux de distribution. Qu'est-ce qu'on entend par canaux de distribution? Plusieurs choses. Dans cette case, on va pouvoir mettre à la fois comment vous allez faire connaître votre produit. Est-ce que c'est via les réseaux sociaux, via un site internet, via Google My Business, comment est-ce que vous allez le faire connaître? Comment est-ce que vous allez l'évaluer, dans le sens faire évaluer votre offre, plutôt. Est-ce que vos clients, c'est très important à ce niveau-là, vont pouvoir vous coter, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur TripAdvisor, sur différentes plateformes, sur une plateforme peut-être des artisans locaux, ou est-ce que vous allez vous faire évaluer votre offre? Dans les canaux de distribution, on va aussi parler des achats. Comment est-ce que votre produit va-t-il être vendu? Comment est-ce que du coup il va être expédié, emballé? Comment est-ce que vous allez le délivrer? Et donc à ce niveau-là, je prends l'exemple de Hungerpack qui propose des t-shirts et qui s'est dit en fait nos t-shirts doivent être emballés et on va décider que l'emballage de notre t-shirt va pouvoir être réutilisé directement par après en cintre. Et donc ils se sont dit voilà, donc il y a plein d'innovations possibles.
L'autre exemple que je voulais partager, c'était Pédicure Manami, qui est aussi un commerce bruxellois. Ce n'est pas un commerce, du coup. C'est une personne qui fait la pédicure médicale. Elle offre un service à domicile. Et elle s'est dit finalement, elle avait pas mal de problèmes. Elle devait à la fois transporter tout son matériel. Elle devait pouvoir se garer. À Bruxelles, c'est assez compliqué. Donc, elle est passée en vélo cargo avec tout son matériel de pédicure médicale dans son vélo cargo. Et elle se déplace à Bruxelles, plus de bouchons, plus de difficultés de parking. Et elle a tout son matériel de pédicure médicale pour aller à domicile. Une autre chose auquel il faut vraiment penser quand on réfléchit aux canaux de distribution, c'est au niveau du service après-vente. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et c'est vraiment super important. Comment est-ce que vous effectuez le suivi une fois que le client a eu son achat, son service chez lui? Quel support vous lui apportez après? Ça va vous permettre à la fois de lui augmenter aussi la confiance envers vous, sa satisfaction, et répondre de nouveau aux besoins d'évaluation et de reconnaissance où il va pouvoir, avec un service après-vente complet, et il va être content et il va du coup aussi augmenter votre notoriété à travers son évaluation. Et donc, c'est très important de réaliser qu'est-ce que vous pouvez proposer comme service après-vente, comme réparation, comme voilà. Et j'en viens un petit peu du coup à la relation client quand on parle de service après-vente, mais finalement, comment est-ce que vous communiquez avec vos clients, quel ton vous utilisez, quelle est votre politique de fidélisation quand on parle de service après-vente. On imagine aussi à ce moment-là la fidélisation et le suivi que vous allez avoir, que vous allez assurer avec le client. Pourquoi faire attention finalement à ça? C'est parce que finalement, le coût d'acquisition d'un nouveau client est bien plus important que le coût d'acquisition. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Le coût d'acquisition d'un nouveau client est bien plus important que le coût de fidélisation des clients existants. Et donc, comment faire pour garder ces clients? Et ici, je prends l'exemple de Tiffin, qui est une boîte repas en inox que vous pouvez vous procurer dans plusieurs magasins ou même sur Internet. Et le petit plus, c'est que en fait, Tiffin a contacté plusieurs restaurants pour qu'à la fois ils puissent vendre leur boîte, mais aussi qu'ils puissent assurer ce service au client, donc proposer un contenant réutilisable quand le client vient chercher un repas. Et le client reçoit une réduction quand il prend un plat emporté dans une boîte Tiffin. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à tous les clients qui sont partenaires de Tiffin, donc tous les restaurants les partenaires de Tiffin, d'acquérir de nouveaux clients parce qu'il y a des clients qui vont aller voir directement sur la plateforme, mais tiens, où est-ce que ma boîte est acceptée? Ça va permettre de les fidéliser aussi, puisqu'à chaque fois, les clients vont recevoir finalement une réduction sur l'emballage et ça leur permet de réaliser des ventes supplémentaires puisqu'ils n'auraient pas peut-être connu ce restaurant s'ils n'étaient pas répertoriés sur la vente, sur la plateforme de Tiffin. Et donc, on voit un système de fidélisation qu'ici, on a même un partenariat qui est ancré aussi. On a une relation avec le client qui va être privilégiée puisque le client est finalement content de pouvoir apporter son contenant réutilisable. Et donc, on est vraiment dans tout un système complet par rapport au service client. Quatrième case, les flux de revenus. À ce stade-ci, si vous avez un projet entreprise, l'idée n'est pas de répertorier exactement à combien vous allez vendre votre produit ou votre service. Si vous avez une entreprise existante, c'est pareil. L'idée n'est pas de d'écrire là en termes de chiffres, c'est vraiment d'imaginer les flux de revenus, c'est-à-dire comment le client paye. Est-ce que c'est à l'acte? Est-ce que c'est au produit? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est au forfait? Et donc de réfléchir à ces dimensions-là. Est-ce qu'il va pouvoir payer en cash, par carte ou encore par d'autres systèmes? Et donc, c'est ça, réfléchir aux sources de revenus, aux flux de revenus. Ici, je prends l'exemple de Mud Jeans, qui est une entreprise qui fait des jeans, des pantalons. Et ils ont
décider un petit peu de revoir leur business model et vous allez voir à quel concept ça fait référence. Et de dire finalement, mais tiens, on n'a pas besoin d'avoir son jeans et de le changer tous les 3 mois pour être en accord avec la mode. On a besoin de se vêtir, d'avoir un vêtement. Et donc, ils ont choisi un système d'abonnement. Et donc, par mois, vous pouvez en fait louer votre jeans à 5 € par mois. Les réparations sont incluses. Et puis après un an, vous pouvez décider soit de le garder, de continuer, soit de le renvoyer finalement pour avoir une nouvelle paire, peut-être d'actualité avec la mode, ou voilà, le renvoyer et arrêter. Et donc, Mud Jeans, en fait, va se charger de récupérer, de réparer et peut-être de remettre dans le circuit. Et donc, on est complètement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans un concept d'économie de la fonctionnalité, où à nouveau, comme je vous parlais tout à l'heure, on vend l'usage plutôt que le produit en lui-même. Et donc, pourquoi je vous en parle ici? C'est parce que ça impacte complètement les flux de revenus. Parce qu'ici, on n'est pas dans quelqu'un qui achète son jeans à 120 € one shot, on est dans un système où la personne paye 5 € par mois. Et donc, vos flux de revenus vont être impactés. Vous allez avoir aussi un système qui va tomber tous les mois. Donc, vous allez être assuré, une fois que quelqu'un achète, vous êtes assuré que tous les mois, ce montant tombe. Et donc, c'est important parce que ça change complètement votre business model et ça va changer votre comptabilité et votre trésorerie au quotidien. Voilà. Un autre exemple que je voulais vous partager, c'est la monnaie locale. La monnaie bruxelloise, c'est la ZIN. Et tiens, vous pourriez vous dire, est-ce que je ne peux pas accepter que mon service ou mon produit soit payé en ZIN? C'est une économie finalement qui est parallèle, qui va fonctionner en circuit fermé et qui va permettre, vous, si vous recevez votre service en ZIN, une partie de la rémunération de vos travailleurs de la payer également en ZIN, et eux seront obligés de se fournir dans des commerces qui acceptent la ZIN, et donc de rester à nouveau dans une économie vraiment qui est complètement locale. Alors ici, je parle de la ZIN pour Bruxelles, mais il y a d'autres monnaies locales dans d'autres régions, dans d'autres communes. Et ici, ça reprend vraiment les 19 communes bruxelloises. Dans le Brabant wallon, par exemple, on a la Brouette, ou à Namur, on a le Limsou. Donc, il y a plein de monnaies locales comme ça qui existent. On va passer dans l'autre côté du tableau, du Business Model Canva, où là, on va voir au niveau de vos activités. À nouveau, vous avez un projet ou vous avez une entreprise existante. Vous avez toutes les activités qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre projet. La communication, la vente, la comptabilité, le service après-vente, la logistique. Vous pouvez répertorier toutes ces activités. Et l'idée ici, c'est de mettre que les activités clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les activités qui sont indispensables à la réussite de votre projet. Si vous ne les faites pas vous-même, votre projet finalement ne peut pas fonctionner. Et après ça, les activités finalement qui ne sont pas clés, comment est-ce que vous pouvez les sous-traiter pour rester sur votre projet de base et peut-être permettre à quelqu'un qui aura l'opportunité de réfléchir plus longuement dans cette activité et de la faire peut-être mieux. Et pour une entreprise existante, dans quelle mesure vos activités actuelles pourraient être changées pour répondre soit à un meilleur besoin pour le client, soit à diminuer l'impact environnemental de vos activités. Je prends 2 exemples. L'exemple de crèche qui, une de leurs activités clés, c'est la gestion des couches des langes. Ils doivent à la fois les acheter, les utiliser avec les bébés et ensuite les jeter, et on sait le nombre de poubelles que ça représente. On pourrait se dire, on va sous-traiter cette activité et on va développer un partenariat avec Snappies qui propose un système de location et de nettoyage de langes lavables pour les crèches. En fait, ils livrent les caisses de langes qui sont déjà pliées, pour les péricultrices, il ne suffit plus que de les utiliser comme un lange classique. Et puis, Snappies va récupérer ces langes sales, va les nettoyer. Et donc, ils ont un système performant de nettoyage qui est bien supérieur. Si la crèche devait commencer à faire ça elle-même, ce serait quasi impossible.
ils respectent les réglementations de l'ONE, ils respectent les réglementations d'hygiène, et donc ça permet à la crèche d'avoir cette activité qui va être du coup sous-traitée et qui va être bien sous-traitée par une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et donc de diminuer leur impact environnemental. Un autre exemple, c'est Back to Green. C'est une entreprise qui confectionne, qui propose plutôt, elle ne confectionne justement pas, des sacs réutilisables pour les fruits et légumes, le pain, donc les petits sacs en tissu qui pourraient être utilisés pour ça. Et ils proposent ces produits-là et donc comment est-ce qu'ils ont décidé au niveau de leurs activités? Ils ont l'activité de confection qui est une grosse activité. Et ils ont décidé de sous-traiter l'activité de confection dans une ETA, donc dans une entreprise de travail adapté, atelier protégé, c'est anciennement l'appellation, qui emploie des personnes en situation de handicap ou en situation en difficulté, qui vont confectionner ces sacs et qui après Back to Green va pouvoir les réutiliser, et, enfin pas les réutiliser, les prendre et les mettre sur le marché. Et donc ici, de nouveau, une de leurs activités clés, c'était la confection. Comment est-ce qu'on pourrait la faire mieux en termes sociaux, en termes environnementaux? Quelles possibilités il existe? La case des ressources clés. Le travail ici va être le même que pour les activités clés. Vous pouvez répertorier pour votre entreprise, votre projet, toutes les ressources nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Si vous ne les avez pas, votre activité ne fonctionne pas. On va parler de ressources financières, de ressources humaines, de ressources matérielles. Et finalement, qu'est-ce que vous allez faire de toutes les ressources que vous avez en excès et comment est-ce que vous pourriez les valoriser? Est-ce que vous avez besoin d'un commerce, d'un entrepôt, d'un ordinateur, d'une cuisine, de répertorier toutes les ressources nécessaires en termes de produits, de marchandises, etc. que vous avez besoin? Ici, je vais prendre deux exemples qui sont du coup reliés. L'exemple de Cutie Pie, c'est une entreprise qui propose des petits pots pour bébés, des petits pots frais, sans additifs, bio pour l'alimentation des bébés de 4 à 18 mois. Et Cutie Pie, pour pouvoir faire cette activité-là, une de leurs ressources principales, c'est une cuisine qui soit à la fois pratique, grande, aux normes ASCA, ce qui est assez compliqué, qui est équipée d'un groupement de froid et d'un entrepôt. Pour Cutie Pie qui se lance, ce sont des frais qui sont vraiment importants. Et en plus de ça, ils ont calculé qu'ils allaient utiliser leur cuisine 3 heures par jour. Et donc, ils se sont dit, mais finalement, on n'a pas besoin d'une cuisine à nous. C'est une ressource clé, mais on va contacter BeCook qui met à disposition des cuisines professionnelles qui sont en normes ASCA, qui sont équipées avec un système de stockage, de groupe de froid, et en plus de ça, qui offre un soutien commercial aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Et donc, ils se sont finalement associés, ou pas vraiment associés, et Cutie Pie va chez BeCook pour réaliser ces petits pots pour bébés. Ils se retirent de la tête toutes les normes ASCA. Au niveau structure de coût, on le verra après, ça diminue puisqu'ils ils partagent un espace, donc ils payent beaucoup moins que s'ils avaient dû faire tous ces aménagements pour eux. Donc, quelles ressources on peut essayer de mutualiser par rapport à votre projet, votre entreprise existante? Dernière case de ce côté-là, en termes de partenaires clés. À nouveau, on va mettre tous les partenaires qui sont nécessaires, qui sont indispensables, les fournisseurs, les transporteurs, les agences de communication, tous les partenaires qui sont nécessaires à votre activité et pour lequel, de nouveau, votre activité serait mise à mal si ce n'était pas là. Parfois, vous allez voir que vous en allez avoir très peu. Et l'idée, c'est d'en mettre justement des nouveaux, dès qu'ils pourraient. Est-ce que vous connaissez finalement, dans les 10 km, toutes les entreprises qui se trouvent dans les 5, si vous êtes dans un centre, à côté de chez vous? Est-ce que vous avez des choses semblables? Est-ce que vous ne pouvez pas aller les voir et essayer de mutualiser
certaines ressources, certains concepts, certaines, comme l'utilisation de la camionnette, comme j'expliquais entre les commerçants de Stockel. Voilà. Ici, j'ai pris l'exemple de deux exemples. Permafungi qui propose des champignons, des pleurotes, à base de marc de café. Donc, ils vont se procurer du marc de café dans pas mal de restaurants et cafés bruxellois. Pour les cafés, c'était un déchet, ce marc qui devait du coup gérer. Permafungi les récupère. Et grâce avec un concept de mycélium, ils vous expliqueront mieux que moi, font des pleurotes. Et donc, leur partenariat clé, c'est avec notamment tous ces cafés, ces restaurants. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'était Too Good To Go, qui, pour un commerce, par exemple, vous avez pas mal d'invendus en fin de journée, en fin de semaine, pour une boulangerie, par exemple. Et s'associer avec Too Good To Go va vous permettre de réduire votre gaspillage alimentaire en vendant vos invendus via une application. Ça permet plein de choses, de faire des liens avec toutes les autres cases presque. Donc, au niveau des déchets, vous ne devrez plus vous en préoccuper puisqu'en fait, ils seront quand même partis. Vos invendus seront quand même payés à moindre coût, mais vous aurez quand même une contrepartie. Vous gagnerez en notoriété parce qu'il y a des personnes qui vont sur Too Good To Go qui ne connaissent pas votre magasin et qui vont voir, mais tiens, que vous avez une tarte aujourd'hui pour 8 € au lieu de 16, qui vont venir chez vous, qui vont du coup connaître votre boulangerie et qui vont peut-être pouvoir revenir puisqu'ils auront goûté et qu'elle était très bonne, qu'elle était juste périmée par exemple le jour même. Et donc s'associer dès le début d'un projet où vous avez votre entreprise par après à ce type de partenaire permet vraiment de boucler la chaîne, d'acquérir de nouveaux clients, d'avoir quand même un gain sur des choses qui auraient été invendues habituellement. J'en arrive à la dernière case classique du business model Canva, qui est la structure de coûts. Alors, la structure de coût, qu'est-ce qu'on entend par là? À ce stade-ci, c'est à nouveau pas comme la source de revenus de mettre des chiffres. Dans la structure de coût, on va mettre tous les coûts, tous les noms de coûts donc, qui sont appropriés à votre activité. Quels sont les coûts les plus importants? Votre local, vos déplacements, vos matières premières, la communication, le site internet. Répertoriez tous les coûts en rapport avec votre activité et vous allez essayer de voir finalement quels sont les coûts les plus importants, quelles ressources vous remarquez sont vraiment coûteuses, quelles activités clés sont coûteuses. Ça va vous permettre aussi d'avoir une idée de savoir où agir en termes plutôt de coûts. Vos coûts fixes et vos coûts variables, on a par exemple, ici j'ai mis la petite ampoule pour vous dire que un grand coût des entreprises, c'est souvent sa facture d'énergie, d'électricité. Et que l'optimiser, on se rend compte que parfois on peut réduire cette facture de 60%. Et il y a notamment Bruxelles Environnement qui fait des check-up énergétiques gratuits en entreprise, en commerce, pour venir regarder votre installation et voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré et qui du coup vous permettrait de réduire votre facture énergétique. On dit souvent qu'un gain sur cette facture-là, c'est un peu le 13e mois des indépendants. Donc voilà, ce sont des possibilités pour réduire des coûts fixes. Je vous ai parlé tout à l'heure de MOT, l'entreprise qui faisait les modules pour les salons, pour toutes ces choses-là. Pourquoi je l'ai remis ici? C'est parce que quand ils ont revu tout leur business model, toute leur structure de coût a changé. En coût de lancement, ils avaient un coût bien plus élevé parce qu'ils ont dû produire tous ces petits cubes. Par contre, en coût variable, ils n'en avaient quasi plus en termes de matières premières, puisque quand un exposant demandait d'avoir un décor, mais leur module était déjà créé. Donc, on avait des coûts en rapport avec l'activité, avec le produit qui était bien, avec le service qui était bien plus faible que les coûts, par contre, de lancement.
Au niveau de leurs ressources, c'était beaucoup moins coûteux aussi, puisqu'au fur et à mesure, ils ne devaient pas acheter. Et ils ont pu regarder quels étaient leurs coûts les plus importants en termes environnementaux aussi, mais ici, on parle vraiment en termes financiers. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est Smart Rooms. Ça rejoint un petit peu The Wave Coworking, le salon de coiffure. C'est un peu le même concept. Ici, c'est à destination à Bruxelles, de nouveau, de personnel soignant. Ils proposent en fait des cabinets équipés, kinés, psychologues, médecins, en consultation, en location, à l'heure. Et donc, c'est une formule qui est vraiment souple pour tous les praticiens qui désirent se lancer et qui souvent n'ont pas énormément de sous dans leur poche pour pouvoir démarrer. Et en plus de ça, qui n'ont souvent pas beaucoup de patients. Donc ici, en fait, ils ont, via un système de cartes, etc., ils peuvent rentrer chez Smart Rooms. Ils ont prévu, via l'application, de réserver de telle heure à telle heure le cabinet. Ils ont le cabinet, ils peuvent commencer comme ça. Donc, à nouveau, en termes de structure de coût, pour une psychologue, par exemple, qui se lance, les coûts de début sont vraiment minimes. Et ça va lui permettre aussi d'avoir un cabinet qui va être propre, équipé et une certaine notoriété parce qu'ils pourront laisser aussi peut-être leur carte de visite, etc. et faire connaître un grand nombre de praticiens à travers Smart Rooms. Voilà. Dernière case qui est rajoutée, puisque dans le BNC classique, elle n'est pas là, et qui va rassembler toutes les cases. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous, un peu comme un socle, comme une base de votre entreprise. C'est finalement, quand vous voulez lancer quelque chose, c'est un peu le départ, réfléchir aux valeurs de votre entreprise, de votre projet. Si votre entreprise est déjà créée, se repositionner peut-être face à ça. Quel est notre objectif ? Est-ce que notre objectif, c'est le gain financier ? Comme on l'a vu, il faut essayer de quitter cette logique de base et de se dire, oui, mon objectif, c'est à la fois que mon entreprise soit rentable, mais aussi finalement, pourquoi est-ce que je travaille ? Pourquoi est-ce qu'on propose ce produit, ce service ? Quelles sont les valeurs de notre entreprise ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut prôner ? Qu'est-ce qu'on veut apporter aux clients ? Quels changements on veut voir aussi dans Bruxelles, dans notre ville, dans le monde même ? Et pourquoi est-ce qu'on veut voir ces changements ? Comment est-ce qu'on compte y parvenir ? Quelle est mon empreinte environnementale ? Comment est-ce que je peux réduire mon impact au niveau de mes achats, au niveau de l'énergie, au niveau de mon transport ? Voilà, comment est-ce que finalement je contribue aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux aussi, et comment est-ce que j'essaie de réduire mon impact. Voilà ce que vous pouvez mettre dans cette dernière case. Alors, c'est plutôt macro à ce niveau-là. C'est vraiment le socle de votre projet. Et donc, quand on parle d'entrepreneuriat durable, on commence finalement un peu avec ça, puisque si on ne retrouve aucune valeur environnementale à ce niveau-là, c'est compliqué d'après aller dans toutes les autres cases pour essayer de trouver des solutions si l'entreprise ne s'est pas mise d'accord déjà sur son objectif de base, sur ce qu'elle voulait apporter au monde et aux clients. Voilà. Alors, adopter une stratégie de développement durable, faire en sorte de trouver des solutions, des pistes d'action, etc. Qu'est-ce que ça va vous permettre finalement? Quel avantage vous avez? Il y en a plein. J'en ai répertorié quelques-uns. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi, je pense. Un premier avantage, et c'est pour là que vous êtes là aujourd'hui, je suppose, c'est pour l'environnement, pour la planète, et essayer de revenir un petit peu aux 4,3 planètes qu'on a vues au début, essayer de revenir peut-être à une pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants de pouvoir rester et vivre pleinement. C'est donner du sens à votre activité, à votre entreprise, à vos collaborateurs aussi, les impliquer dans ces démarches. Ça peut être un gain financier, comme on l'a vu avec la facture énergétique, mais aussi avec des subsides. D'ici l'horizon de 2030, Bruxelles voudrait que chaque subside soit conditionné à des projets durables.
C'est aller à la rencontre des consommateurs. Si je reprends l'exemple d'Antoine, 33 ans, avec ses 2 filles, c'est d'aller à sa rencontre et à sa demande finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les consomme-acteurs, qui sont de plus en plus nombreux, de pouvoir aller à leur rencontre. C'est aussi l'octroi de financement, ça j'en ai parlé. La proactivité devant la réglementation, comme je disais au tout départ, être en amont de tout ce qui arrive au fur et à mesure et de réfléchir du coup avant ça, de ne pas être pris de court et d'avoir déjà être pionnier finalement dans ces matières. Ça va vous permettre aussi de renforcer votre image et votre notoriété, évidemment en évitant le greenwashing. C'est important de communiquer sur ce que vous faites. Si vous avez une charte d'achat, parlez-en à vos clients. Dites-leur comment vos achats sont faits. C'est du travail de faire tout ça, donc c'est vraiment important. J'avais une cliente qui faisait des savons qui me disait mais c'est impossible que le client comprenne pourquoi moi mon savon solide est vendu à 9 € et qu'à côté ils en trouvent à 2 €. Et là, c'est à travers la communication, en fait. Il faut expliquer quels matériaux vous utilisez, où est-ce qu'ils sont fabriqués, quelles matières premières, etc. C'est à travers la communication que ça va à la fois renforcer aussi votre image, que la compréhension et la sensibilisation du client. Et dernier avantage que je voulais répertorier, c'était innover. On l'a vu par exemple avec Urbike et son association avec Filigrane et les petits riens, dans une logistique inverse. Voilà, on innove et c'est important aussi pour notre ville future. Voilà en pratique comment vous pouvez l'insérer dans votre entreprise. Alors, je ne sais pas si ça vous a paru à la fois inimaginable. J'essaie de donner quelques exemples un peu dans plein de secteurs différents pour que vous puissiez chaque fois relier au mieux à votre projet. Mais alors, comment être accompagné? On est plusieurs structures à Bruxelles aussi à pouvoir vous accompagner. Et ici, moi, je travaille du coup pour UCM. Et l'accompagnement en entreprise durable, c'est à la fois pour les porteurs de projets et à la fois pour les entreprises existantes. Et dans les deux cas, en fait, on va vous accompagner et vous conseiller pour intégrer le développement durable au sein de votre projet ou de votre entreprise. On va pouvoir faire ce business model Canva avec vous et voir à chaque étape où est-ce qu'on pourrait soulever des pistes de réflexion ou d'action, que ce soit à travers l'achat durable, à travers l'éco-conception, à travers l'économie de la fonctionnalité, de la transformation industrielle, tous les concepts que nous avons vus ensemble aujourd'hui. Je peux également vous accompagner dans la rédaction d'un business plan, d'un plan financier pour une demande du coup de financement à ce niveau-là. Et on a également un helpdesk sur toutes les questions environnementales, entrepreneuriales, durables et circulaires. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces matières-là et pour pouvoir peut-être avoir un accompagnement. Alors, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que ça coûte? Vous avez de la chance ici à Bruxelles. Cet accompagnement est subsidié par Bruxelles Environnement et donc il est entièrement gratuit pour les porteurs de projets, entreprises existantes. Et donc c'est l'occasion de faire le point et de petit à petit pouvoir réfléchir à votre impact environnemental. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a un petit temps de questions-réponses ici qui peut être prévu. Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat ou vous pouvez également activer votre micro si vous le souhaitez. Je suis aussi disponible par email après. Donc, je peux vous remettre aussi mes coordonnées. Je vais vous remettre ça du début. Et alors, comme je l'expliquais, vous avez la présentation qui va vous être envoyé par email directement ici à la fin de la séance. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne après-midi et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là par email ou maintenant ici. Et donc, ce webinaire était donné dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs bruxellois.
Et si vous désirez un accompagnement par la suite, n'hésitez pas à me recontacter via mes coordonnées ici. J'y répondrai avec plaisir. On essaiera de trouver du coup un moment pour se voir et s'entendre. Alors, se voir peut-être pas, puisque pour le moment, ce sera peut-être en distanciel, mais en tout cas, pouvoir commencer un accompagnement. Alors, je vois que certaines personnes sont occupées à écrire, donc je vais encore attendre quelques instants. Voilà, pas de questions dans l'immédiat, merci. Donc, merci pour votre écoute et bon après-midi à tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de manger ou qui n'ont pas osé manger dans ma présentation.